Ce sont les Magical Kitsune. Bienvenue dans le de lecture. Commençons tout de suite, Asa. Alors, moi, je vais vous présenter The Book of Evie. Donc, après une guerre nucléaire, un Latimer et un Westfall se sont disputés donc le pouvoir d'une nouvelle ville, et c'est finalement un Latimer qui a gagné. Dès lors, la ville se compose de deux camps, ceux qui sont plus aisés, ceux qui le sont un petit peu moins. Et donc des mariages arrangés sont organisés donc entre ces deux camps. Evie, qui est une Westfall, est obligée de se marier avec un Latimer. Donc elle va être amenée à se marier avec Bishop, donc le fils du président. Cependant, le père de Evie veut reprendre le pouvoir de la ville et il va lui demander de tuer Bishop. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai adoré cette dystopie parce que c'est difficile d'innover avec toutes les dystopies qui existent maintenant. Seulement, ici, on nous amène ailleurs parce que on traite un nouveau sujet, parce que ça tourne autour du couple d'Evie et Bishop. On entre directement dans le vif du sujet. L'auteur nous explique les règles, comment ce monde est régi, et on est directement imprégné. Au début du livre, Evie est beaucoup soumise aux idées de son père, de sa sœur, qui lui font un petit lavage de cerveau. C'est sympa, hein? C'est très sympa. Et donc, on va pouvoir suivre l'évolution de la réflexion de Evie, donc comment est-ce qu'elle évolue. Ce qu'on pourrait reprocher à ce livre, c'est qu'on se doute de comment ça va tourner, mais est-ce qu'on voudrait que ça tourne autrement? Je n'en suis pas sûre. Alors maintenant, je vais vous parler du tome 2, évidemment, que vous voyez ici dans le coin. Donc, ce que j'en ai pensé, c'est que malheureusement, contrairement au tome 1, on retourne dans les intrigues habituelles. Donc, on sort du mur, on rencontre des gens gentils, moi gentil, on essaye de survivre. Donc, c'est une petite déception parce que c'est un peu du vu et revu. Donc, c'est ça que j'ai moins apprécié, même si ça reste un bon livre. Ce qui est intéressant, c'est que Evie a ouvert les yeux sur ce qui se tramait autour d'elle, et nous aussi par la même occasion. Un autre point positif, c'est qu'on tombe donc sur des personnages très attachants qui ont une vraie personnalité. Mais le souci, c'est que l'auteur aurait peut-être pu les approfondir un petit peu plus, parce que finalement, on en sait peu sur eux. Contrairement au premier tome, celui-ci a un petit peu plus d'action, donc c'est un petit peu plus rythmé, même si on est loin encore du Hunger Games ou du Divergente. Le dernier point intéressant, c'est que le couple Evie et Bishop est traité encore d'une façon différente. Et la fin ne m'a pas déçue parce que elle était cohérente, même si elle n'était pas transcendante. C'était ce qu'on attendait. Non, dans le tome 2, c'est pas ce que j'attendais. C'est vrai? Oui, j'étais un petit peu surprise. Ah, vous verrez bien. Tant mieux en soi. Oui. La surprise. Enfin, moi j'étais surprise, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Donc la fin ne m'a pas déçue, donc n'hésitez pas. Et donc vous pouvez retrouver ces livres donc, dans les éditions Lumen. Et il a été écrit par Amy Angel, donc désolée si j'écorche le nom, vous connaissez moi et mon anglais. Voilà. À moi alors. J'ai lu Le Dernier Royaume aux éditions Michel Lafon, écrit par Morgan Rhodes. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, mais bon, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Du coup, on suit exactement 4 personnes. Cléo, Jonas, Lucia et Magnus. Donc c'est de la fantasy, ça se passe dans un autre monde. Cet autre monde est composé de 3 royaumes. Palsia, Oranos et... Liméros. Et Liméros. On sait que Oranos vit très bien, hein. C'est un bon pays qui a des ressources, qui n'est pas en manque. Liméros, c'est un pays de glace où il fait toujours froid, tandis que Palsia est un pays pauvre où les habitants sont dans la misère la plus totale. Et du coup, les personnages, nous suivons Cléo qui est la deuxième princesse d'Oranos. D'ailleurs, on commence l'histoire avec elle. On va la suivre, elle va aller à Palsia pour aller chercher du vin. Oui, parce que la fille a beau être jeune, ils peuvent boire du vin très jeune. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. D'ailleurs, elle en a fait les frais et on va le voir, on le saura très vite. Elle va chercher du vin à Palsia avec son fiancé, si on puisse dire, même si elle ne l'aime pas.
Il va se passer un problème. Il va y avoir ce fiancé en question va assassiner le frère de Jonas, qui est un Palsien, et ça va déclencher une quasi-guerre diplomatique du coup. C'est logique. C'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Donc voilà. Du coup, Liméros et Palsien vont s'allier. Et dans Liméros, il y a le prince Magnus, qui est un... Comment on peut dire c'est un peu l'homme ténébreux, séduisant. Il est un peu froid, mais en même temps, il a un cœur tendre. Puisque, en fait, il se révèle avoir certains sentiments pour sa sœur du nom de Lucia. Pour sa sœur, j'ai bien compris, Alva. Sa sœur, ouais. C'est spécial. Oui, mais le problème, c'est qu'on sait dès le prologue que ce n'est pas sa sœur. Ça Lui, il change ne connaît tout. pas. Bref. Lucia, elle, donc, nous le sommes dès le prologue, c'est une fille avec certains pouvoirs et elle est amenée à accomplir une grande destinée. Du coup, voilà. Voilà un peu le résumé. Ce que j'en ai pensé, je trouve que c'était un livre intéressant. Ça m'a un peu frustrée question love, parce que je suis une grande romantique et franchement, j'ai été un peu déçue, mais j'attends de voir un peu ce qui va se passer dans le tome 2. Je trouve que les personnages ont un super... sont super vrais en fait, j'ai envie de dire. Jonas, il perd son frère, il est en mode vengeance. Ça nous fait vraiment... on a envie de lui foutre des baffes quoi, en disant... arrête. Arrête de vouloir te venger, passe à autre chose, passe la page. Mais non, il est à fond dedans. Et en même temps, avec du recul, on se dit, mais si moi, on m'en avait tué mon frère, j'aurais été comme ça aussi. Du coup, c'est vraiment pas mal. Cléo, c'est une fille qui cherche à s'en sortir par tous les moyens et qui cherche à réparer ses erreurs. C'est vraiment... C'est réaliste. C'est réaliste, Sentiment franchement, réaliste. Oui, j'aime bien. J'aime tous les personnages, à part peut-être Lucia qui m'énerve un petit peu, qui est un peu trop naïve à mon goût. Mais à part ça, j'attends de voir le tome 2. Franchement, c'est un très 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 bon livre. Je vous le conseille. En plus, la couverture est vraiment pour tous les goûts. Donc voilà. Elle est très parlante. Oui, et puis au dos, on peut voir qu'il y a quand même une explication de tous les personnages. C'est vraiment pas mal. Et ici, justement, le petit résumé. Voilà, à conseiller. À toi. À moi. Moi, je vais vous parler d'une île que vous voyez encore une fois dans le coin. Donc, ça raconte l'histoire de Charlie qui se réveille sur une île paradisiaque. Le dernier souvenir qu'elle a, c'est qu'elle était sur un parking de magasin et qu'elle a ressenti une grosse chaleur. Donc, elle rencontre d'autres jeunes qui lui annoncent la terrible vérité. Elle a 365 jours pour choper une porte qui se balade par-ci par-là sur l'île, on ne sait pas trop où. Sinon, après ces 365 jours, elle meurt. Ce que j'en ai pensé, c'est que au départ, cette trilogie me changeait de tous mes décors un peu dystopiques. Donc là, on arrive vraiment sur une île paradisiaque qui fait vraiment envie. Et l'auteur nous transporte vraiment dans son monde avec des descriptions détaillées mais pas ennuyeuses. Donc elles ne font pas non plus 3 mètres de long. C'est une bonne chose. Ce que j'ai adoré, c'est aussi tous les énigmes et mystères qui sont dispersés un peu partout. Donc ça nous permet aussi de réfléchir et de se faire ses propres idées. Donc on fait nos propres hypothèses, on se trompe très souvent. Ce qui m'a aussi un peu effrayée, c'est le nombre de personnages qui sont quand même importants. Donc je me suis dit, est-ce que je vais retenir les noms, est-ce que je vais m'attacher, enfin... Ça m'a un peu inquiétée et en fait, je ne sais pas comment l'auteur a fait, mais au final ça s'est très bien passé, on s'attache à tous les personnages, on se souvient de tous les personnages, même s'il y en a... pas mal. Le petit reproche, c'est l'histoire d'amour beaucoup trop prévisible. On s'y attend, enfin, vous verrez, ça va un petit peu vite en besogne. Mais ça n'enlève rien à la qualité de ce tome, qui est vraiment pas mal. L'auteur a su te transporter. L'auteur a vraiment su me transporter. Ok, ben après ce coup de cœur, limite. Quasi coup de cœur. On verra plus tard, quand je vous présenterai le reste des tomes. Mais le tome 1. Il était vraiment pas mal. Le tome 1 était pas mal. Il était pas mal. Eh ben, après ce pas mal, voici une déception. Ah. Les fiancés de l'hiver par Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse.
je sais que ça a fait un tabac, je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, je sais que certaines booktubeuses l'ont moins aimé, mais qu'apparemment les tomes 2 et 3 ont été beaucoup plus intéressants. Pour moi, ça l'a pas fait pour le tome 1. Pourquoi? Parce que j'avoue avoir été un peu trompée par le titre. Mais bon, d'abord, peut-être le résumé. Nous suivons Ophélie qui est sur une île qu'on a une île Anima. Comment dire, elle a certains pouvoirs. Elle peut, en touchant un objet, lire le passé de cet objet. Donc elle a des images qui viennent dans sa tête comme ça et elle voit le passé. Elle a aussi le pouvoir de passer à travers les miroirs, d'où le principe de la passe-miroir. Donc en fait, elle a une espèce de téléportation. C'est pas mal. Ça peut servir, hein, faut quand même dire. Donc Ophélie, on suit Ophélie. C'est une fille très réservée qui se tait énormément, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus énormément de dialogue. Ah, ça, si elle se tait, ça va être compliqué. Mais bon, voilà quoi. J'adore les dialogues, j'adore quand c'est à sa vie et je sais qu'avec elle, c'est pas trop le top quoi. Donc on cherche à la marier, le problème c'est qu'elle a refusé quasi tous les prétendants sur son île, ce qui fait qu'elle va accepter un prétendant du vient d'une autre île qui s'appelle Thorn. C'est un grand costaud, bizarre. Comment ça, bizarre? Eh bien, sa description c'est qu'il a des bras comme des lames ou un truc du style, c'est un peu spécial. C'est vrai que c'est spécial. J'ai jamais lu ça, mais bon, j'imaginais tellement mal le personnage. Du coup, elle va le suivre sur son île qui est glaciale, en plein hiver et tout ça. C'est une île pleine d'illusions, plein de mystères, plein de politiques, plein de faux semblants. Mais j'ai dit plein alors que c'est pleine, désolée. Comment dire? Je sais pas trop comment expliquer, ça m'a un peu déçue. Déjà, rien que l'histoire d'amour, quand c'est les fiancés de l'hiver, je m'attendais pas non plus à la grosse effusion d'amour parce que bon, il y a quand même plusieurs tomes, mais je me dis, il faut quand même le temps que ça vienne, surtout que c'est quand même deux caractères totalement incompatibles, on a la réservée et le calculateur de l'autre. Mais bon, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit limite l'anti-aimant, quoi. Ici, c'est carrément s'ils se détestent pas, ils se détestent. Voilà, Ophélie, elle le dit clairement, alors que parfois, on sent que Thorn a quand même... il a envie, quoi. On sent parfois qu'il fait des efforts, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais elle voit rien et elle est partie dans son focus. Ophélie, j'ai pas vraiment aimé, hein, mais bon. On a remarqué, je pense. Oui. Puis à un moment donné, il y a toute une partie de ce livre qui se passe dans l'histoire où, pour certaines circonstances que je ne dirais rien, elle se tait littéralement, je veux dire, elle fait la muette. C'est vraiment... des descriptions et des dialogues d'autres personnages, c'est dur. Maintenant, je voudrais quand même bien savoir la suite et d'après ce que j'ai vu dans certaines critiques, comme je l'ai déjà dit, les tomes 2 et 3 sont quand même beaucoup mieux parce que justement les personnages se décrispent un peu, j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de voir, mais bon, pour l'instant, c'est pas le fun. Il faut quand même dire que mon personnage préféré consiste en une écharpe. Quoi? Écharpe, oui. Ton personnage préféré est une écharpe? Oui, parce que l'écharpe d'Ophélie se comporte comme un chien ou un chat. Elle bouge. C'est fun, hein? Donc l'écharpe est plus importante que Ophélie. Pour moi, ouais. J'ai dit que c'était mon personnage préféré. C'est pas le plus important, mais c'est mon préféré. Donc voilà. J'attends de voir le tome 2 et 3, donc je suis pas pressée de les lire, mais bon, voilà. Mais on peut quand même... Un point positif... La couverture est juste transcendante. Donc le contenu n'est pas bien, mais la couverture par contre... Mais j'aimais bien, c'est une bonne idée, franchement, le monde que Christelle Dabos a inventé est juste magnifique. Le problème c'est qu'il y a tellement de questions qui restent sans réponse que forcément on en vient à dire que ça c'est un tome d'introduction où il y a plus des manigances dans tous les sens que plus de réponses quoi. Et c'est quand même un peu dommage parce qu'il fait... j'ai quand même 520 pages, quoi. 520 pages d'introduction, c'est quand même un peu long, dans mon goût. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Passons donc au tome 2 de Nil. Oui. Que je devrais vous préciser, donc, qui est de Lynn Matson. Donc, encore une fois, mon accent anglais, voilà. Et des éditions PKJ.
Pour le Nil tome 2, donc c'est reparti pour un tour, encore une fois, avec une nouvelle héroïne. Mais cependant, petite innovation, c'est que cette héroïne va volontairement sur l'île de Nil. Donc l'auteur amène la chose de façon totalement différente. C'est aussi très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut arriver sur cette île de manière volontaire. Volontaire? Oui. Qui voudrait aller sur une île volontairement alors qu'on peut mourir d'un an après? C'est tout ce qu'il y a à découvrir dans ce tome 2. Pourquoi est-ce qu'elle veut volontairement aller sur cette île? C'est la question. Donc, évidemment, on retrouve des personnages qu'on a adorés qui n'ont pas encore chopé de porte. Elles n'ont pas encore chopé la porte. Donc, ils sont toujours là sur l'île, donc on les revoit à nouveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a enfin les points de vue de ces personnages, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un livre à multiples points de vue. Donc, on ne les voyait pas dans le tome 1, mais on les voit dans le tome 2. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est au cœur des traditions. Donc, c'est intéressant d'apprendre que Nil, finalement, fait partie des traditions de certaines personnes. Tradition? Oui. Donc, le tome 2 est pas mal, donc je vous le conseille. Donc, c'est à toi, Marie, avant que je vous parle du fameux tome 3. Et tu l'avais bien aimé, le tome 2? Oui, comme je l'ai dit, oui. Oui, moins bien peut-être? Plus? Moins? Même chose. Équivalent? Oh, ça Même chose. Tant mieux alors. Alors, j'ai fini par Chronique du monde émergé et le livre 1 de Licia Troisi aux éditions PKJ. Oui, c'est ça, que je me trompe pas. Je l'avais déjà lu il y a très longtemps. Du coup, je l'ai relu parce que j'avais envie quand même de finir la série. Surtout que Licia Troisi est un de mes auteurs favoris. Du coup, on suit cette personne qui s'appelle Niall, qui est une jeune fille, j'ai envie de dire, qui fait sa fougue de la jeunesse, quoi. Le petit X, c'est qu'elle a les cheveux bleus, les yeux violets et des oreilles pointues, ce qui n'est pas commun dans le monde dans lequel elle vit. Pour l'instant, elle vit dans une énorme tour où il y a énormément de gens qui vivent avec plusieurs étages. Il y a l'apparition d'un tyran qui est en train d'envahir un peu toutes les terres. Sa vie va commencer à changer parce qu'elle va vouloir s'essayer à la magie. Voilà, dans le dire, elle va vouloir s'essayer à la magie autre que les armes, en se disant que la magie pourrait l'aider, ce qui n'est pas totalement faux. C'est plus efficace, hein? C'est efficace et en plus, si t'es blessé, ça peut guérir, quoi. Accessoirement. Accessoirement, ouais. Bref, sa vie va changer à partir de ce moment-là. Elle va commencer à s'essayer donc à la magie, à perfectionner son art des armes, jusqu'à ce que le tyran envahisse sa tour. Bêtement, tranquille, comme ça. Du coup, elle va devoir fuir et nous allons suivre son périple. Elle va vouloir devenir ce qu'on appelle un chevalier dragon. Et du coup, chevaucher un dragon, c'est logique. Et donc, je vous en dis pas plus parce que franchement, sinon, je vais vous spoiler. Mais la couverture, pour moi, est magnifique. Vous pouvez admirer la fille, elle est magnifique. Bref, voilà. Non, en fait, j'ai adoré ce premier tome. Ça me faisait plaisir de revenir dans le monde de Niall, de Sénar aussi, qui est son ami. Maintenant que je suis plus âgée, je peux quand même dire que y a certaines questions qui ne sont pas encore... Ah, ça nous en empêche, quoi. Et je pense qu'on ne nous le dira pas, qu'elles sont juste restées comme ça, en suspens. Et c'est un peu dommage, parce que parfois, il y a certains personnages qu'on voit, puis qui disparaissent, puis qu'on revoit, puis qui disparaissent, et... Ces personnages amènent des questions dont on n'aura jamais la réponse, finalement. C'est un peu dommage. Mais sinon, j'ai bien adoré... Franchement, ouais. Et puis comme vous pouvez le voir, je dis ça, moi je dis rien. J'ai fait que des trucs, j'ai lu que des livres bleus. Ah oui, tu as été cohérent pour le coup. Pour le coup. Tu es toujours cohérente, Alba. Je suis pas cohérente. C'est pas très gentil ça. J'ai juste envie que tu l'étais. Mais n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, le monde émergé. J'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3 d'ailleurs, que j'ai déjà. Et puis commencer enfin les séries dérivées de Licia Troisi sur ce monde. Parce que franchement, c'est un merveilleux monde qu'elle a inventé avec des tonnes de... un passé de malade. Franchement, malade. Voilà. Bon, passons au génial
Tome 3 de Nil. Je sens une pointe d'ironie. Donc, on est encore une fois parti pour un tour. Mais cette fois-ci, c'est le tome, du moins pour moi, de trop. Donc c'est encore les mêmes actions avec les animaux sauvages. Et je trouve qu'on essaie de reproduire la fin du tome 2. Mais pour que cette fois-ci, ça se passe différemment. C'est redondant, hein, ça devient redondant. Donc je pense franchement que l'auteur aurait pu s'arrêter au tome 2. Mais il y a quand même un point positif, c'est qu'on a la vision de l'île et donc de Nil. Donc voilà, petite déception. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé de la saga en son ensemble? Si tu vas prendre les 3 tomes d'un coup comme ça, hein, pas vite. Elle vaut le coup, je vous la conseille quand même. Un petit sourire alors, un petit sourire, allez. Un petit Je vous sourire. conseille cette Voilà. super saga qui est différente des autres parce qu'on n'a pas l'habitude. Tu te forces un peu. Non, absolument pas, je suis très sincère. Parce que c'est génial cette île et c'est une histoire différente. Donc même si le tome 3 est redondant, n'hésitez pas. Quelle pub. Voilà, Je suis... J'ai envie de commencer Nil maintenant. voilà. J'ai réussi à te convaincre. Ah ouais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé... Un petit pouce en l'air. Et... Bisous. Sans... n'oubliez pas de manger des sushis.